Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma pièce, de retour sur mon divan rouge. J'étais parti quelque temps à Québec où j'ai fait 2 vidéos sur le rebord de la rivière, dont une, la première, explorait des thèmes beaucoup trop ésotériques. Comme je le disais, ce n'était qu'une exploration. Et comme promis, nous allons revenir au reconditionnement de la douleur pure et dure. Dans la deuxième vidéo, il y a eu un incident avec un chien aussi que nous allons explorer dans cette vidéo. Donc, allons-y. Je parle avec quelqu'un en ce moment qui est en plein cœur du reconditionnement de la douleur. Et ça, j'adore ça. Parce que moi, je suis ailleurs. Et là, si vous me laissez, là, je vais partir dans des thèmes ésotériques. Donc, ramenez-moi au reconditionnement de la douleur. Et 3, elle me disait qu'elle avait décidé de relire Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique. Connaissez-vous ce livre? Avez-vous déjà entendu parler de ce livre? Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Nous allons en lire des extraits. Elle a décidé de le relire. Elle a décidé de relire Carl Tétillon également. Moi, je ne connaissais pas Carl durant mon reconditionnement, mais j'ai lu Alan Gordon à plusieurs reprises. Je ne veux pas vous donner un nombre, 5, 6, 7 fois, je l'écoutais en livre audio également. Et oui, en effet, la première fois, ce n'est qu'un survol, on ne comprend pas. Il faut le relire au milieu du processus. Moi, ce que je peux vous dire même, c'est qu'à chaque fois que je l'ai relu, j'en ai tiré quelque chose de différent parce qu'on est à un endroit différent du processus. Donc, on gagne à le lire, à le relire, à le relire et à le relire. Dans cette vidéo, nous allons parler également de lire des nouveaux livres, même de traduire des livres d'autres langues. Donc, ça va être un des thèmes. Et commençons par la base. Elle m'a dit « Oh mon Dieu, la deuxième fois, je comprends beaucoup plus de choses, plus de subtilité. » En effet, voici une conversation que j'ai eue fréquemment avec les gens. Les gens me posent des questions. Et là, je leur dis « Va lire Alan Gordon. » Ils me disent « Je l'ai déjà lu. » Je dis « Va le relire. » Ils me disent « Oh mon Dieu, ça a répondu à toutes mes questions. » Oui, en effet, la première fois, c'est superficiel. On oublie. On gagne à le relire et à le relire et à le relire. Mais on gagne aussi à lire des livres différents qui vont dire la même chose, mais reformulés, qui vont ajouter des nouveaux éléments également. Donc, pourquoi suis-je allé à Québec? Parce que c'est le temps des fêtes. Commençons par ce thème. Dinde, football et douleur. Chaque année, à l'Action de grâce, on peut remplacer par Noël, peu importe. C'est très américain, hein? Nous, on a une action de grâce canadienne également. Toujours trouvé ça drôle, l'action de grâce canadienne. Remplacée par Noël, jour de l'an, peu importe, je peux compter sur 3 choses. Beaucoup de dinde, des tonnes de football et les appels d'une demi-douzaine de patients pour qui les douleurs ont augmenté. On va explorer ça. Est-ce un problème, les douleurs qui augmentent? Non, absolument pas. Le temps passé en famille est très agréable, mais peut aussi occasionner beaucoup de stress. Vos cousins boivent trop, vos frères et sœurs se chamaillent sur des sujets politiques. Devrait-on parler de politique? On va en parler, ça. Pas de politique, mais de parler de politique. On va parler de communication. Votre mère vous demande « Encore !» point d'exclamation. Comment imprimer une pièce jointe à un courriel? C'est beaucoup et cela peut vous mettre sur le qui-vive, magnifier les signaux de danger et aggraver la douleur. Nous réglerons ces peurs et ce stress générique de la même façon que nous ciblerons la peur associée à la douleur. Voici le deuxième objectif de la thérapie de reconditionnement de la douleur, susciter un sentiment global de sécurité. En baissant le volume du danger, on peut neutraliser la douleur neuroplastique à sa racine. Donc, pourquoi ai-je voulu explorer
ce passage en premier. Parce que les symptômes qui augmentent ne sont pas un problème. Qu'est-ce qu'on recherche dans le reconditionnement de la douleur? On recherche en premier lieu des cas d'exception. La plupart des gens pensent qu'un cas d'exception, c'est la douleur qui baisse. Pas nécessairement. Un cas d'exception, c'est la douleur qui ne se comporte pas comme de la douleur structurelle. Donc, si vous allez visiter vos proches, et là que les symptômes montent drastiquement, c'est un cas d'exception. Servez-vous-en dans la conversation avec votre cerveau. Si on se casse la cheville, et là qu'on va visiter nos proches et que c'est stressant, peut-être que la douleur va augmenter un peu. Le stress a une influence sur la douleur structurelle, mais ce n'est pas les fluctuations dont vous faites l'expérience. Donc, si la douleur augmente, c'est excellent. Excellent, c'est un cas d'exception. On peut s'en servir dans la conversation avec notre cerveau, mais ça va plus loin. Quand on élargit le processus du reconditionnement de la douleur, on réalise qu'il faut travailler sa relation avec les autres et avec soi-même. Ça va souvent passer par la communication. Nous allons en parler. Nous allons communiquer sur la communication. Dans la deuxième vidéo que j'ai faite sur le rebord de la rivière, il y a un chien qui s'est approché de moi. Et là, j'ai été extrêmement nerveux. On pourrait dire même que j'ai eu peur. J'étais très surpris en regardant la vidéo. C'était pas comme ça que je me sentais subjectivement. Oh mon Dieu, j'étais très nerveux. Relativement récemment, j'étais à une soirée où un chien a mordu 2 personnes différentes. Probablement que mon cerveau a pris ça en compte dans sa réaction lorsque le chien s'est approché. C'est ça que le cerveau fait. Il se sert du passé pour analyser le présent et le futur. Il fait des prédictions basées sur le passé. Relativement récemment, un chien mord 2 personnes dans la même soirée. Mon cerveau a dû prendre ça en compte dans ma réaction au chien. Donc, selon Alan Gordon, on peut reconditionner tout ça. On peut reconditionner le chien. On peut se reconditionner nous-mêmes. On peut reconditionner tout. Donc, lisons un autre extrait. Les expériences correctives. Il y a quelques années, mon ami Phil a adopté Rocky, un chien de refuge. Rocky était très doux, mais puisqu'il avait été maltraité durant les premières années de sa vie, il était excessivement nerveux. Si on frappait à la porte, il courait se cacher derrière le canapé. Les mauvais traitements qu'il avait subis l'avaient programmé à associer les humains au danger. Pauvre Pitou! Oh, pauvre petit Pitou! Les amis de Phil étaient tous au courant des peurs de Rocky et s'efforçaient toujours de le traiter avec beaucoup de gentillesse, sans élever le ton, et d'éviter les gestes brusques. Lorsque Rocky était prêt, il lui donnait plein de caresses derrière les oreilles et sur le ventre. Ça fait du bien. Hein? Quand Rocky avait des inconnus, des interactions qui lui procuraient un sentiment de sécurité, ses peurs s'estompaient. C'est ce qu'on appelle une expérience corrective. Plusieurs expériences correctives ont permis à Rocky de désapprendre ses appréhensions et de les remplacer par une nouvelle association, humain égale sécurité. Finalement, au lieu de courir se cacher derrière le canapé, en entendant cogner à la porte, Rocky courait à la rencontre des visiteurs, heureux de les accueillir. Wow, quel changement! Le sentiment de sécurité que vous éprouvez en vous exposant à la source de vos peurs signifie que vous faites une expérience corrective. C'est ainsi que vous surmonterez la douleur neuroplastique.
Après un nombre suffisant d'expériences correctives, votre cerveau apprendra que les signaux corporels qui lui sont transmis sont sécuritaires. Je n'avais jamais exploré cet extrait de Déjouer la douleur chronique. Et donc, on peut reconditionner les chiens. On peut reconditionner également sa réaction au chien. Lorsque j'étais à cette soirée, le chien a mordu 2 personnes. La première personne a eu une réaction d'écroulement, une espèce d'écroulement émotionnel. La deuxième personne n'a presque pas réagi. Ah tiens, le chien m'a mordu. Donc tout le monde travaille avec des systèmes nerveux différents à la base. Tout comme Rocky, peut-être qu'on a eu une enfance plus difficile. Mais même si on a eu une enfance difficile, on n'est pas une victime de ça. On peut reconditionner notre système, notre relation, si on est le chien avec les humains, si on est un humain au chien. Moi, je suis un peu nerveux envers les chiens. Pas trop, mais ça se travaille. Je peux travailler ça avec plus d'exposition, apprendre à être plus relax avec les chiens. Est-ce que je peux faire ça seul chez moi, dans ma pièce, sur mon divan rouge? Non, il faut que j'aille à l'extérieur, il faut que j'aille m'exposer aux chiens. On peut y aller graduel. On ne commence pas par un Doberman grognant, bavant, peut-être un petit chihuahua. Et là, on augmente comme ça, de plus en plus d'exposition à des chiens. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, la peur est utile. On ne veut pas se débarrasser de la peur. Parce qu'on est devant un loup, c'est peut-être une bonne idée d'avoir peur. Parce qu'on est devant certains chiens, c'est peut-être une bonne idée d'avoir peur. Moi, j'ai été mordu dans mon passé. Mon cerveau prend ça en compte dans ma relation avec les chiens. Mais je peux reconditionner. Donc, le but, ce n'est pas de se débarrasser de la peur, de se débarrasser de la douleur. Lorsqu'on se casse la cheville, on veut de la douleur. On veut que le cerveau nous dise « Ne pile pas sur la cheville pour le moment », ça l'endommagerait. Lorsqu'on est devant un loup, on veut de la peur, on veut être aux aguets, on veut être en mode fuite combat pour pouvoir se battre ou se sauver. La peur est utile, la douleur est utile. Mais si vous êtes en peur chronique, on reconditionne la peur. Si vous êtes en douleur chronique, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi ça sert à être en douleur chronique? Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement ce n'est pas utile, ça vous nuit. On reconditionne la peur, on reconditionne la douleur. On reconditionne les chiens. Rocky, le petit Rocky. On peut même reconditionner ses émotions. On va explorer ça dans cette vidéo. Donc, cette personne avec qui je parle est vraiment en plein cœur du processus et j'apprécie. Elle relit les livres. Moi, c'est ce que je conseille. Certaines personnes, dans le reconditionnement de la douleur, vont vous dire « Ne lisez que 1, 2, 3 livres pour acquérir une bonne base de connaissances, mais là, passez à autre chose. » On lit des romans, on vit sa vie. Je veux vous exposer à ce message. C'est un message qu'on entend fréquemment. Ce n'est pas mon message. Moi, j'ai relu les livres, comme vous pouvez le voir, 7 fois, 8 fois, 9 fois Alan Gordon, l'écoutant en livre audio, et je m'exposais constamment à des nouveaux livres. Je me suis dit, je vais tous les lire. Je n'ai pas eu le temps de tous les lire, j'ai reconditionné ma douleur avant de pouvoir lire tous les livres. Mais j'essayais de lire tous les livres. En vivant ma vie, en augmentant l'activité, j'augmentais de plus en plus mes connaissances sur le sujet. Donc, cette personne a des maux de tête. Et comme je l'ai déjà exploré, beaucoup de gens veulent entendre parler de leurs symptômes particuliers. Ça peut être très rassurant au début. Et donc, je lui ai parlé du livre « Désapprendre la migraine » de Arturo Goicoechea. Elle a adoré ce livre. Malheureusement, ses autres livres étaient en espagnol. Et donc, elle a découvert un programme qui peut traduire
les livres. Ça s'appelle comme ceci. DeepL Pro. Ça coûte 8,99 € par mois et on peut traduire 3 livres par mois en PDF, mais le premier mois est gratuit. Donc, on peut en profiter. On peut avoir 3 livres gratuits avec ce programme. C'est génial. Je lui avais parlé de quelqu'un qui m'avait dit, on peut convertir les livres en docs, en documents docs, à les ouvrir dans Word et là, peser sur traduire dans l'intégralité. Je n'avais pas essayé cette technique, mais quelqu'un m'a dit, le français est passable. Donc, il y a plusieurs techniques, mais ce programme, DeepL Pro, il m'a envoyé une copie. Je l'ai lu. C'est de l'excellent français. Vraiment. Des fois, il y a des transitions étranges entre les pages. Il semble manquer un mot à quelques transitions de pages, mais ce n'est pas grave. J'ai très bien compris. Elle a traduit un livre de Arturo qui s'intitule « Migraine, cauchemar cérébral ». Donc, je l'ai lu, c'est excellent. Ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est de ne pas se perdre dans les distinctions entre les symptômes. J'espère que ce message commence à être familier. Certaines personnes vont vous dire, non, une céphalée de tension, ce n'est pas la même chose qu'une migraine. Et lui, il dit, ce sont des maux de tête. Ne commencez pas à vous perdre dans les broussailles et à dire, non, non, migraine, c'est différent de céphalée de tension. Arturo parle de d'autres symptômes. Le côlon irritable, la fibromyalgie, toute la même chose. Migraine, céphalée de tension, côlon irritable, fibromyalgie. Certaines personnes vont même dire, non, la fatigue de la fibromyalgie, ce n'est pas la même chose que la fatigue chronique. Là, vous êtes vraiment perdu dans les détails, dans les broussailles. De plus en plus, on voit ça comme des symptômes neuroplastiques. Migraine, céphalée de tension, mais je comprends. Elle me disait, lorsque mon cerveau voit céphalée, il y a une lumière verte qui s'allume. Go, go, c'est ça, c'est mon symptôme. Donc, je comprends, c'est excellent. Je suis vraiment reconnaissant envers Arturo de parler de ce symptôme particulier parce que je sais que les gens de certaines parties du processus ont besoin d'entendre parler de leurs symptômes particuliers. Donc, vous pouvez traduire les livres que vous voulez. Dans cette vidéo, dans la note de description, je vais faire une liste des livres que je recommande. Elle était très contente d'entendre parler de son symptôme particulier. Maintenant, moi, je trouve Arturo un peu trop étroit. Il travaille en isolation. Il parle beaucoup de Lorimer Moseley. J'espère que vous le connaissez. Un de ses livres, lui, est disponible en français. Ça s'intitule « Expliquer la douleur ». Je vous recommande fortement ce livre. Donc, vous n'avez pas besoin de le traduire. Celui-là, il est déjà traduit. Vous n'avez pas besoin de gaspiller une de vos 3 traductions de DeepL Pro pour Lorimer Moseley. Arturo parle beaucoup de Lorimer Moseley. J'aime beaucoup Lorimer Moseley. Les gens qui m'ont aidé à éliminer ma douleur en parlent fréquemment. Ils l'adorent parce qu'il a une grande crédibilité scientifique. Très respecté, Lorimer Moseley. Mais son approche est un peu étroite. C'est le reconditionnement de la douleur le plus étroit possible. Arturo aussi, très étroit. Je ne crois pas que j'aurais réussi à sortir de la fibromyalgie avec simplement Arturo Goicoechea et Lorimer Moseley. Ils ne parlent pas des émotions, ces deux-là. Même lorsqu'on regarde le film This Might Hurt, on voit le débat un peu entre Lorimer Moseley et Howard Schubiner. Moi, je suis plutôt du côté de Howard Schubiner. Lorimer Moseley dit non, eux, ils mettent trop d'emphase sur les émotions. Mais moi, je vous le dis, c'est les émotions. Mais on va parler des émotions.
dans cette vidéo, nous focusons beaucoup sur les livres. Moi, ce que j'ai dit à cette personne, c'est qu'un des livres qui m'a le plus influencé dans tout mon reconditionnement, c'est le livre How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett. Je n'ai pas beaucoup parlé de ce livre parce qu'il n'est disponible qu'en anglais, mais maintenant, vous pouvez le traduire avec DeepL Pro. Je vous conseille fortement ce livre. Ce livre a complètement changé ma perception de la douleur, mais aussi de mes émotions, de mon ressenti. Lorsque j'ai lu ce livre, j'étais en plein cœur du reconditionnement de la douleur et je réalisais que ma douleur, c'était un faux signal. C'était une interprétation de mon cerveau. Mais en lisant le livre de Lisa Feldman Barrett, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la douleur ou la fatigue qui était un faux signal. Tous les signaux que je recevais de mon corps, comme ça, étaient le résultat, lorsque je les ressentais, d'une interprétation de mon cerveau qui se basait sur le passé pour les interpréter. Là, j'ai réalisé, oh mon Dieu, ce n'est pas seulement ma douleur, ce n'est pas seulement ma fatigue qui est une question d'interprétation. Tous les signaux, toutes mes émotions sont une interprétation du cerveau. Elle nous parle de granularité émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus on a un vocabulaire subtil pour parler de nos émotions, plus notre expérience de nos émotions va être subtile. C'est mon expérience personnelle, je peux en témoigner. Lorsqu'on parle des langues différentes, on réalise que chaque langue a un ressenti différent. Comme diraient les Anglais, different feeling. Feels different. On n'a pas un bon mot en français pour feel. Sentiment, émotion, ressenti. Doesn't feel right. Has a certain feel to it. Feeling. Les langues nous donnent des émotions différentes. Lorsqu'on est dans une culture différente, qui nous apprennent un nouveau mot, ils vont nous dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un mélange entre ceci et cela. Et là, on prend nos deux mots qu'on a, on essaie de les mélanger. Et là, on est en immersion dans leur culture, on a une nouvelle expérience, et tout d'un coup, on a une nouvelle émotion, on a un nouveau mot pour une nouvelle émotion. Donc, le langage influence grandement nos émotions. C'est ça qu'elle nous dit, entre autres. Je ne vais pas aller trop profondément dans le livre, puisque vous pouvez le lire maintenant. C'est fascinant. How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett. Ça a complètement changé ma relation avec le repérage somatique également. Lorsque je faisais des repérages somatiques, je réalisais de plus en plus que ce n'est pas seulement ma douleur au coude, par exemple, qui est un faux signal. Certaines de mes émotions ne sont que des interprétations. Donc, j'espère vraiment que ce livre peut être aussi utile pour vous que pour moi dans votre processus. On peut parler du temps des fêtes, justement. Moi, quand j'ai commencé à faire de la thérapie avec quelqu'un, lorsque j'arrivais pour la session, il y avait une liste de mots sur la table qui venait de la communication non violente. Parce que lui n'acceptait pas ce réflexe que la plupart de nous ont. Comment vas-tu? Dire je vais bien. Oh, ça va plutôt mal. Ce n'était pas acceptable. Il fallait trouver des nouveaux mots pour parler de notre expérience. J'ai commencé de plus en plus à explorer la communication non violente. Et c'est vraiment quelque chose que je vous suggérais pour changer vos rapports avec les autres.
Hein? Si les relations humaines causent du stress dans le temps des fêtes, ce que j'observe de plus en plus, c'est que c'est une question de communication. Cette personne à qui je parle a décidé qu'elle va peut-être explorer la psychothérapie. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui constate que son reconditionnement de la douleur est terminé, elle dit qu'elle a entrepris la psychothérapie. Et ça, c'est vraiment mon conseil. Tout comme Carl Tétillon le dit dans son livre, ne faites pas de la psychothérapie pour éliminer votre douleur. Ne faites rien pour éliminer votre douleur. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas un problème à régler. Faites de la psychothérapie pour changer votre relation avec les autres et votre relation avec vous-même. C'est vraiment important. Il faut toujours se poser la question, est-ce que je ferais de la psychothérapie si je n'étais plus en douleur? Dans son cas, cette personne qui a fini son reconditionnement de la douleur, la réponse est oui, puisqu'elle en fait, même si elle n'est plus en douleur. Mais c'est la question à se poser constamment. Est-ce que je fais ça pour éliminer la douleur? Toujours se poser cette question. Est-ce que je ferais ça si je n'étais plus en douleur? Agissez comme si vous n'êtes plus en douleur. Cette autre personne à qui je parle, qui est au cœur du reconditionnement de la douleur, elle dit, lorsque je vais avoir fini le processus, je vais faire une histoire de succès. C'est vraiment ça l'attitude. Pas si je réussis, quand je vais réussir. Changer le si pour quand. Pas si je réussis, quand je vais réussir. Imaginez-vous. Même si vous ne voulez pas faire une vidéo, une interview, imaginez-vous comme une histoire de succès. Pas si, quand. C'est la première étape. Changer le si en quand. Et là, changer le quand pour quand. Pour maintenant. Pas quand je vais réussir. Je suis déjà correct. Il n'y a pas rien à atteindre. Vous êtes déjà correct. Prenez-moi par exemple. J'ai éliminé mes symptômes, mais à quelques reprises, ils sont revenus. Lorsque les symptômes sont partis, j'étais correct. Mais lorsqu'ils sont revenus, tout d'un coup, est-ce que je n'étais plus correct? J'étais encore correct. Au milieu des symptômes. On s'en fout des symptômes. On se fout des symptômes. Lorsqu'il n'y avait pas de symptômes, j'étais correct. Ils sont revenus. J'étais encore correct. Vous êtes déjà correct. C'est une fausse alarme. Il n'y a pas de danger. Cette personne à qui je parle m'a envoyé cette chanson. Vous pouvez aller la consulter si vous voulez. Elle disait que cette chanson lui faisait extrêmement penser au reconditionnement de la douleur. La musique a été très importante pour moi dans le processus. Lorsque j'ai été en douleur pendant 8 ans, souvent c'est la musique qui m'a gardé en vie, qui m'a permis de m'accrocher. Durant le reconditionnement de la douleur aussi, je me suis beaucoup servi de la musique pour cultiver la joie dans ma vie. Très important. Une demi-heure. Nous allons en rester là. Quel était le message central de cette vidéo? On gagne à relire Alan Gordon. Carl Tétillon aussi. Il y a plusieurs livres maintenant en français. On gagne à relire les livres en français. Explorez aussi Lorimer Moseley, Expliquer la douleur. Une fois que vous avez compris le concept avec la douleur, faites une expansion vers Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made. Traduisez les livres. Découvrez des nouveaux livres. Je vais vous mettre une liste des livres que je recommande, que vous pouvez traduire avec
DeepL Pro, gratuit pour 1 mois. Vous allez pouvoir traduire 3 livres. Le français est excellent, vraiment excellent. Bon, ça nous permet de travailler le reconditionnement, pas seulement de la douleur, le reconditionnement des symptômes, mais encore plus le reconditionnement de nos émotions, le reconditionnement de nos sensations, le reconditionnement des chiens, le reconditionnement de nous, le reconditionnement de tout. On peut tout reconditionner. Oui, on peut tout reconditionner. Une fois qu'on a travaillé avec le reconditionnement de la douleur étroite, on peut aller plus loin et là, travailler sur la communication. C'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus, à quel point c'est la communication qui crée le stress entre les individus. Lorsqu'on parle de politique, par exemple, en ce moment, c'est très polarisé. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui a absolument besoin d'avoir raison? Beaucoup d'extrêmes maintenant. L'extrême gauche, l'extrême droite. Est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer au milieu? La communication non violente de Marshall Rosenberg peut vous aider à travailler votre communication. Donc ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça va au-delà du reconditionnement de la douleur étroite? Est-ce que je reconditionne ma douleur et là, je travaille sur ma communication? Je crois qu'on peut faire les deux en parallèle. De plus en plus, oui, sortir du reconditionnement de la douleur étroite et là, aller vers ce qu'on pourrait appeler peut-être le développement personnel, transcender le reconditionnement de la douleur. Ça va vous aider, ça, à ne pas avoir comme objectif d'éliminer la douleur. Ayez d'autres objectifs et là, la douleur va être éliminée sur le chemin. Parfois, je sais que vous avez de la misère à comprendre ça, mais vous n'allez même pas vous en rendre compte. La douleur va s'en aller. Vous allez focuser sur d'autres choses. Et lorsque les symptômes vont s'en aller, vous allez à peine vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que vous allez arrêter de focuser sur les symptômes. Vous allez avoir d'autres focus. Les symptômes vont s'en aller. Travaillez sur votre relation avec les autres, avec vous-même. La communication. Les mots qu'on se sert avec les autres, mais les mots qu'on se sert, comme nous dit Lisa Feldman Barrett, dans notre relation avec nous-mêmes. On va prendre un exemple final. Lorsqu'on... On va parler en ce moment de... je sais que j'avais dit que j'allais finir. Un dernier point, je vous promets. La psychosomatisation, c'est un spectre. La plupart des gens se disent « Je veux arrêter de psychosomatiser ». Mais c'est impossible. Lorsque vous êtes gêné, vous allez rougir. Psychosomatisation. Lorsque vous êtes triste, vous allez pleurer. Psychosomatisation. Lorsque vous allez faire une présentation orale devant le public, il se peut que votre estomac se noue. Psychosomatisation. Mais là, l'individu moyen, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois qu'il n'est plus gêné, il arrête de rougir. Une fois qu'il n'est plus triste, tout passe, les larmes vont sécher. Une fois qu'on a fait la présentation orale, l'estomac va se dénouer. Donc, c'est un spectre. Faites une présentation orale. Vous devez parler devant le public. Votre estomac se noue. Et là, de l'autre côté, ici, il y a le syndrome du côlon irritable. C'est un spectre. Vous êtes à l'extrême. Le but, ce n'est pas d'arrêter de psychosomatiser. C'est une question de degré. On veut sortir du côlon irritable, c'est sûr. Arturo
Goï Goïkea en parle dans son livre. Je vous conseille son livre Migraine, cauchemar cérébral. Vous allez sortir du côlon irritable. Mais il se peut que lorsque vous devez faire une présentation en public, votre estomac se noue. C'est normal. Il ne faut pas vouloir arrêter de psychosomatiser. Vous allez toujours psychosomatiser, c'est une question de degré. Ce que Lisa Feldman Barrett nous dit, c'est que les mots sont importants. Comment on nomme nos sensations. C'est de l'anxiété, c'est de l'anxiété. Ça va amplifier. Si vous dites, j'ai le trac, je suis un acteur, je m'apprête à entrer en scène, j'ai un peu le trac. Ça va changer votre relation avec vos sensations. Parce que c'est une boucle rétroactive. Ce n'est pas votre perception de sensations objectives qui va changer. Le fait de les percevoir différents va les changer. Ce qui va changer votre perception, ce qui va changer les sensations. Comme ça. Je vais vous laisser avec une des phrases qu'elle utilise dans le livre, qui m'a beaucoup marqué. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Oui, je vous recommande, si vous avez des symptômes neuroplastiques, le livre de Arturo Goicoechea, de Lorimer Moseley, de Alan Gordon. Je vous conseille tout ça, mais pour aller plus profond, je vous conseille How Emotions Are Made, de Lisa Feldman Barrett. Ça va vous amener beaucoup plus loin. Elle mentionne la douleur chronique et la fatigue chronique, quelque part dans le livre, brièvement, mais elle n'avait même pas besoin de les mentionner. On comprend les implications. En lisant le livre, même avant qu'elle mentionne la douleur chronique ou la fatigue chronique, je comprenais ce que ça impliquait. Et en plus, elle l'a mentionné. C'est oui, exactement, je comprends. Ça va vraiment vous aider à aller plus loin que les symptômes, vers vos émotions, vers votre ressenti. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez des papillons dans le ventre. Vous pouvez apprendre à vos papillons à voler en formation. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. Consultez la liste des livres que je suggère. Vous pouvez en traduire 3 avec DL Pro. Je vous conseille, oui, des livres de reconditionnement de la douleur, mais je vous conseille d'aller au-delà avec Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made. Et là, au-delà de ça, aller vraiment plus loin que le reconditionnement du ressenti, j'appellerais ça, vers la communication. Travailler votre communication avec les autres. Pour que lorsqu'on décide de parler de politique, par exemple, ça ne crée pas autant de stress, ça ne crée pas autant de tension. On peut apprendre à se comprendre.